Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de NovaBuild. Nous sommes à un mois du démarrage effectif et de la mise en œuvre effective du décret tertiaire et on a voulu, avec nos amis de l'IFPEB et les différents partenaires de l'école du décret tertiaire dont je vais vous parler dans quelques instants, vous faire un petit point. On a appelé ça un rattrapage pour tous ceux qui n'avaient pas pu jusqu'à maintenant suivre les différentes rencontres qu'on a organisées sur l'école du décret tertiaire. Et la question, c'est en fait, très concrètement, qu'est-ce qu'il faut que nous fassions d'ici le 30 septembre pour répondre aux contraintes, aux demandes, aux souhaits du décret. Alors, d'abord, pour commencer, une petite réponse à la question qui sommes-nous. Donc, NovaBuild, c'est le regroupement, le cluster des entreprises engagées dans la construction durable en Pays de la Loire. Nous travaillons, nous répondons, nous engageons nos adhérents sur des objectifs qu'on a appelés A, 2, B, C. Les deux A, c'est des objectifs climatiques, atténuation et adaptation, donc pour l'essentiel la question carbone et la question de la résilience, et puis la biodiversité et la question des ressources avec la circularité. Nous avons une plateforme qui s'appelle Action bas carbone qui met en musique concrètement ces questions-là et qui répond à des questions, disons, pour les néophytes, pour comprendre où sont les grands volumes sur lesquels on peut agir. Et donc, on vous invite les uns et les autres, si vous le souhaitez, à vous connecter à cette plateforme pour décortiquer, comprendre l'impact carbone de nos différentes activités et en particulier donc, les activités du bâtiment. Et nous avons créé avec Nantes Métropole, le soutien de Nantes Métropole, l'école du tertiaire bas carbone. Nous l'avons créé il y a quelques mois avec le soutien de l'IFPEB et de l'École supérieure du bois qui accueille les événements en présentiel que l'on organise régulièrement. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est se mettre à niveau. Ce ne sera pas un nouveau cours sur le décret tertiaire, parce qu'il y en a qui existent et qui sont très bien faits, mais plutôt répondre à vos questions assez concrètes sur comment faire. Et quand je dis répondre à vos questions, je serai votre porte-parole pendant tout du long de ce webinaire auprès de notre intervenant Jean-Benoît Lafont de l'IFPEB. Alors, pourquoi une école du tertiaire bas carbone ? On sait que et ça a été répété au gouvernement dans un séminaire il y a 2 jours, le poids carbone de chaque Français est de 9 tonnes par Français et il faut qu'on divise par 2 ce poids-là. Et dans les 9 tonnes, il y a 2,7 tonnes qui relèvent du bâtiment, de l'aménagement et de l'immobilier. Et donc, il faut qu'on arrive à ce poids-là sur la période qui va nous amener jusqu'en 2050. Donc, c'est un objectif qui est considérable. Et la consommation énergétique du tertiaire relève pour une grande partie de ce chiffre-là. Alors, l'école du tertiaire bas carbone, c'est quoi ? D'abord, je dois le souligner, c'est évidemment quelque chose qui est plutôt à Nantes et en Pays de la Loire, avec donc le soutien des collectivités qui apportent leur soutien à NovaBuild, Nantes Métropole spécifiquement pour l'école, et puis la région Pays de la Loire et l'ADEME. Et c'est du fait de ce soutien une organisation qui est gratuite. On a appelé ça l'école, mais elle est comme l'école publique, on va dire, gratuite et non obligatoire, mais on aurait bien aimé que ce soit obligatoire. Et donc, on a démarré le 12 mai par un atelier pour comprendre le dispositif, puis la mise en pratique du dispositif. Et nous sommes désormais ici le 2 septembre. Et comme vous l'avez compris, on a accéléré le nombre de rencontres au mois de septembre. On en fait 3 parce qu'il y a une échéance le 30 septembre et on a envie que tous ceux qui sont en contact avec nous réussissent cette première échéance de la déclaration des consommations 2020-2021 et de la situation des références au 30 septembre sur une plateforme qui s'appelle Opéra. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je vais demander à Jean-Benoît Lafont de me rejoindre et de prendre la main. Jean-Benoît Lafont est consultant transformation de marché
énergie, performance d'usage à l'IFPEB, l'Institut français pour la performance du bâtiment, qui va nous présenter, alors on a dit succinctement, on pourrait y passer des heures. Nous, on a passé déjà 3 séances de 3 heures à décortiquer. Là, on va le faire en 45 minutes. Et je vais lui demander de synthétiser tout ça en 45 minutes. Et donc, évidemment, il y a des choses qui vont aller un peu plus vite. Et donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Jean-Benoît, vous êtes là avec nous ? C'est toujours le moment un petit peu inquiétant, puisque là, ça va être comme à la télé. Je vais prendre le téléphone. Allô, la régie, est-ce que Jean-Benoît Lafont est près de nous et prêt de nous rejoindre ? C'est en cours, me répond la régie. Parfait. Donc, voilà. Parfait. Merci Pierre-Yves pour l'introduction et pour la temporisation magnifiquement gérée. Bonjour à tous, je pense que vous m'entendez. Merci pour aussi l'introduction sur les premiers mots sur l'IFPEB. Effectivement, l'IFPEB, Institut français pour la performance du bâtiment, on est ravis d'être là avec vous pour vous accompagner sur l'école du tertiaire bas carbone et on va continuer à le faire. Juste en préambule, je crois que c'est d'actualité avec la rentrée. On entend beaucoup de choses parler pour la saison de chauffe à venir. L'IFPEB, du côté de l'association, on anime des groupes de travail sur le carbone, sur l'énergie. Et pour se concentrer sur l'énergie, le sujet d'aujourd'hui, on a des concours cubes qui permettent de mettre très rapidement le pied à l'étrier pour aller faire des économies d'énergie. La saison de chauffe à venir va être très difficile. Pas plus tard que ce matin, il y avait encore un article du côté de la présidence d'RTE qui disait qu'il allait falloir viser les 15% de maîtrise de l'énergie pour éviter les problématiques d'appel de puissance et les problématiques de réseau. Et quand on voit que le plan de sobriété annonce un 10% sur toute la saison de chauffe, on se dit que le concours Cube et d'autres vous permettront d'accélérer un petit peu cette transition énergétique en parallèle de parler effectivement de cette réglementation et du dispositif éco-énergie tertiaire, le sujet qui nous rassemble aujourd'hui. Je vous propose de basculer, de vous montrer un petit peu le programme du jour avec des phases de respiration qui seront animées par Pierre-Yves, bien sûr, entre chaque grand item, les bases du dispositif pour faire cette session un peu de rattrapage, vous parler directement de la plateforme Opérate pour vous montrer en quelques mots à quoi elle ressemble et puis vous montrer les grandes étapes pour centraliser, collecter les informations pour pouvoir se projeter sur la plateforme Opérate. Jean-Benoît, on peut tout de suite régler un problème. On dit Opéra ou Opérate ? On dit Opérate, mais honnêtement, on ne va pas s'offusquer. Et je pense que le ministère ne s'offusquera pas si certains disent Opéra. L'essentiel, c'est de savoir que la plateforme existe et de savoir collecter et de compléter l'information. Alors, on y va. C'est parti. Et puis, on rentrera un peu plus dans le détail suite notamment à vos questions. Sur les bases du dispositif, faut vraiment retenir que cette démarche, elle est inédite parce qu'elle s'adresse au parc tertiaire existant et elle est extrêmement ambitieuse. Habituellement, les réglementations étaient sur du neuf, beaucoup plus, et ambitieuse parce que du coup, elle adresse quasiment tout le monde du parc tertiaire. Donc, c'est plus de 70% de la surface construite. Toutes les parties prenantes sont concernées, propriétaires, locataires, toutes les énergies sont concernées. Et puis, on parle d'énergie facturée, sortie compteur. Donc, c'est là aussi assez inédit et non pas d'énergie ou de méthode conventionnelle. Les objectifs s'adressent jusqu'à 2050 avec des différentes étapes, 2030, 2040, 2050. Donc, ça donne une trajectoire sur du très long terme. C'est assez nouveau aussi pour être souligné et ça donne une vraie visibilité pour tous les acteurs. Et puis, une plateforme Opérate qui est un petit peu comme la déclaration des impôts. On va y venir pour venir montrer où est-ce qu'on en est par rapport à cette trajectoire énergétique. Là, tout de suite, ça fait écho, mais pas forcément positivement. Donc, déclaration d'impôt, mais on va voir si c'est aussi sympathique comme moment que celui que nous vivons tous entre le mois de février et le mois d'avril pour remplir nos déclarations. Il faut y passer, effectivement. Juste en quelques mots, le dispositif. Alors, on parle d'un dispositif. Alors, on entend souvent parler du décret tertiaire, mais il faut avoir en tête que c'est un dispositif un peu plus général qui a débuté en 2018 avec la loi Elan,
qui fixait ces grands objectifs de 40, 50, 60% d'économie d'énergie sur les seuils temporels que vous voyez. Et puis ensuite, il y a eu des décrets d'application pour le dispositif éco-énergie tertiaire pour adresser le parc existant et des différents arrêtés méthodes modificatifs depuis 2 ans. Et pour vous faire juste un état des lieux, l'arrêté du 13 avril, c'est le dernier connu, donne des objectifs plus précis sur certaines valeurs absolues, on y reviendra. Et il reste encore un dernier arrêté à produire d'ici la fin de l'année pour que ça puisse compléter ce dispositif. Et donc, qui est concerné? Vous l'avez en tête sans doute, mais c'est vraiment tout le monde, que ce soit les bâtiments existants du parc existant dit ancien ou neuf, c'est le parc existant tertiaire, toutes les catégories d'activités. Retenez que vous avez le plus de chances, c'est d'être concerné et il y a quelques petits cas particuliers qui vous permettra de ne pas être assujetti. Mais voilà, la très grande masse du parc tertiaire, plus de 70% est concernée. Vous le voyez sur votre droite, toutes les typologies d'activités. On va très très loin jusqu'au data center, jusqu'aux entrepôts logistiques, etc. Voilà, c'est le parc, le secteur tertiaire défini par l'INSEE dans son ensemble et les petites exceptions avec les lieux de culte, entre autres. Je vous propose d'avancer. Le timing est assez contraint et puis il y aura une phase de questions-réponses animée par Pierre-Yves, encore une fois, à la fin de cette présentation. Alors, on parle d'assujettissement. C'est pour ceux qui sont concernés par le dispositif éco-énergie tertiaire. Est-ce que vous êtes assujettis? Et pour cela, il est important d'avoir en tête qu'il y a vraiment différentes configurations qui vont pouvoir définir l'assujettissement. C'est très, très large. Et ça répond aussi au fait que le parc tertiaire est organisé avec une vraie hétérogénéité, que ce soit dans les typologies d'activité ou dans l'organisation entre propriétaires et preneurs à bail, locataires. Et donc, il y a différentes cas, typologies, on le voit. Si vous occupez qu'une zone du bâtiment, si vous occupez tout le bâtiment, donc là on regarde au périmètre bâtimentaire, on regarde au périmètre de l'unité foncière, donc là c'est plutôt au niveau des parcelles cadastrales, ou on regarde aussi au niveau du site. Et c'est ces 3 configurations qui sont nécessaires à activer pour savoir si on est assujetti ou pas et si du coup les surfaces tertiaires dépassent les 1000 m² en question. Vous le voyez souvent, c'est 1000 m² dans ces 3 configurations-là. On est dans une vision assez large de ce que sont les 1000 m². En fait, chaque fois que c'est possible d'additionner, c'est additionné, si j'ai bien compris. Tout à fait, tout à fait. C'est ça. Donc, vous pouvez, on va le voir par des études de cas plus spécifiques par la suite. Ensuite, il y a une autre notion qui est très importante à avoir en tête, c'est l'entité fonctionnelle. L'entité fonctionnelle, c'est vraiment la maille plus fine, donc c'est plus fin qu'un bâtiment, où il va y avoir cette relation de propriétaire-locataire, donc c'est au niveau d'une zone couverte par un bail s'il y a cette location. Et cette entité fonctionnelle va permettre de définir les objectifs vis-à-vis d'éco-énergie tertiaire, une certaine notation pour savoir quelle est la trajectoire vis-à-vis des cibles qui sont définies par les textes. Et c'est là où tout va se saisir au niveau de la plateforme Opérate. Elle est très, très importante, cette maille, et elle est là pour qu'il y ait ce dialogue entre propriétaires et locataires pour définir des objectifs individuels à ce binôme-là. Et c'est vraiment voilà, la maille la plus importante. Et puis, pour vous montrer un petit peu les objectifs à atteindre au niveau de cette maille de l'entité fonctionnelle, vous avez les 40, 50, 60% en tête par rapport à une situation de référence que vous pouvez établir. Situation de référence qui peut être prise de 2010 à 2019, donc ça laisse une large possibilité, où vous avez la capacité pour les bâtiments un peu plus performants d'aller viser une consommation seuil dite en valeur absolue. Cette valeur absolue est définie par les textes et vous permet de choisir l'objectif qui vous paraît le plus atteignable ou en fonction de la contrainte que vous voulez avoir sur vos propres objectifs RSE ou autres. Vous pourrez choisir l'un ou l'autre avec une consommation en énergie seuil qui se base sur une composante CVC, chauffage, ventilation, climatisation, et puis une composante intensité d'usage, use, c'est très important. Éco-énergie tertiaire prend en compte les deux pour neutraliser, entre guillemets, les impacts du climat ou neutraliser les évolutions de la façon dont vous occupez le bâtiment et des facteurs d'intensité d'usage.
Je me suis permis de vous donner sur la droite pour la région de Nantes, on est voilà, autour des 100 kWh en énergie finale par mètre carré. Pour vous donner un petit peu la valeur absolue pour 2030, c'est un objectif de 100 kWh par mètre carré par an. Et puis, par rapport à cet objectif, pour 2030, vous allez avoir la capacité de très rapidement de savoir où est-ce que vous en êtes, de vérifier votre trajectoire par rapport à cet objectif et pour que vous puissiez voilà, ajuster le plan d'action si besoin, ajuster les discussions entre propriétaires et locataires. Et ça s'appelle la notation éco-énergie tertiaire. Vous le voyez, ce sont des petites feuilles, c'est une sorte d'étiquette. C'est pas un label, hein, c'est une étiquette qui vous permettra, plus vous avez de verre, comme vous le comprenez, plus vous êtes en avance par rapport à cette trajectoire en valeur absolue, qui est un petit peu ce droit à consommer énergétiquement pour 2030. Et chaque année, vous aurez votre position par rapport à cette trajectoire que vous voyez. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais on voit cette ligne en rouge là qui part de la consommation de référence et qui va jusqu'à l'objectif de 2030. Ça permettra de donner des indicateurs et de montrer un peu l'enjeu de cette exemplarité également. Et puis, je pense qu'il me reste quelques minutes, si le timing est bon. C'était pour vous, voilà, très rapidement vous mettre un petit peu le pied à l'étrier sur ce dispositif et comment est-ce qu'on passe à l'action. Le premier enjeu, c'est de maîtriser, connaître son patrimoine. Alors, on le sait, le secteur, là aussi, tertiaire est assez hétérogène sur cette maîtrise du patrimoine, mais c'est un enjeu très important vis-à-vis de l'éco-énergie tertiaire. En fait, ça, c'est l'enjeu du 30 septembre. C'est l'enjeu du 30 septembre, c'est d'arriver à, du coup, en plus de cette maîtrise du patrimoine, de savoir si vous êtes assujetti, sur quel bâtiment, sur quel, voilà, sur quel bâtiment vous allez être concerné, quel type d'entité fonctionnelle et de situation de référence vous allez devoir établir pour la saisie et pour la deadline du 30 septembre, comme l'a dit Pierre-Yves. Et puis, les objectifs, c'est bien aussi d'avoir déjà un ordre de grandeur sur les objectifs. Vous le voyez, vous passez du coup, une fois que vous avez cumulé l'assujettissement, les entités fonctionnelles, la situation de référence, vous pouvez aller le déclarer sur Opérate. Et puis, alors, certains d'entre vous n'ont pas attendu le dispositif pour avoir des plans d'action en lien avec votre maîtrise du patrimoine, mais vous pourrez enrichir du coup le plan d'action ou commencer à le constituer pour vérifier les objectifs. Ça, c'est pas quelque chose qui est demandé pour le 30 septembre, qu'on soit d'accord, mais c'est bien de se dire que le 30 septembre est une première et qu'ensuite, il y a effectivement un travail en toile de fond à avoir et les et, vous l'avez compris, vont se faire toutes les années par rapport à cette trajectoire éco-énergie tertiaire. Merci Jean-Benoît. Alors, on fait une première pause avec pas mal de questions qui nous sont arrivées. Oui. Et d'abord, une question de base, est-ce que tous les bâtiments sont concernés, y compris ceux qui ont été livrés en 2021 ? Oui, tous les bâtiments sont concernés, même les bâtiments qui vont être livrés en 2022. Tout le monde est concerné par le dispositif éco-énergie tertiaire. Et pour ceux qui n'ont pas encore de consommation, ils auront la capacité de le faire l'année prochaine, après une première année d'exploitation dite pleine, une année pleine d'exploitation. Merci. Alors après, on a une question qui est assez précise sur une école, mais à mon avis qui peut être dupliquée dans d'autres cas, qui en fait introduit les données. Et pour une école, la question qui est posée, c'est est-ce que c'est le directeur de l'école, est-ce que c'est la mairie qui est propriétaire du bâtiment? Alors, qui est-ce qui le fait ça? Alors, volontairement, le parc est extrêmement tertiaire et hétérogène, que ce soit privé, public. Et sur ce cas très particulier, on voit que certaines collectivités ont pris la main sur la saisie, sur Opérate. En revanche, les textes ne définissent rien sur cet arbitrage-là. Et c'est important qu'il y ait cet échange entre propriétaires et locataires ou entre occupants et ceux qui ont la propriété du bâtiment et du patrimoine, de venir s'entendre là-dessus. Il peut y avoir, y compris pour les collectivités, des cas par cas dans cette organisation-là. Pour l'anecdote, donc Novabuild est locataire de la CCI de Nantes et ça a été l'occasion d'un dialogue, puisque nous, on a rempli une partie qu'on pouvait remplir, mais on n'a pas toutes les informations. Et donc, notre dialogue avec le gestionnaire immobilier de la CCI de Nantes cet après-midi. Et donc, en fait, c'est une bonne occasion. Le locataire peut
venir lui-même renseigner tout ce qu'il a comme information, mais à un moment, il est aussi obligé de rentrer en relation avec son propriétaire. Et c'est pas mauvais qu'à un moment ou à un autre, on se mette à parler de surface et de consommation énergétique. Alors là, sur tout ce qui est industriel, c'est pas mal qu'on revienne un tout petit peu là-dessus. Les entrepôts non chauffés dans les usines sont-ils concernés ou pas? Oui, les entrepôts dans les sites industriels, à partir du moment où on regarde la maille du site industriel et que le site est assujetti parce que les activités tertiaires à l'intérieur pèsent pour plus de 1000 mètres carrés, les entrepôts non chauffés, c'est des entrepôts de stockage, de logistique, etc., sont assujettis. Il y a de la consommation électrique associée à ces entrepôts. Et toujours dans cette usine-là, s'il y a des panneaux photovoltaïques, est-ce qu'on peut compenser parce qu'on produit de l'énergie sur place? Alors, la production de NR, à partir du moment où, entre guillemets, elle est autoconsommée, alors, pour faire simple, Éco-Énergie Tertiaire regarde la consommation facturée au compteur. Donc, toute la production de NR qui est autoconsommée sur le site, forcément, cette part-là n'a pas été appelée sur le réseau électrique, pour entrer dans le détail, et donc n'est pas, entre guillemets, facturée, et donc est intégrée nativement dans cette consommation-là. Mais à condition que qu'on ne revende pas à l'extérieur, mais que ce soit bien de l'autoconsommation, ce qui est en fait assez rare. Ça arrive, et de plus en plus, à vrai dire, c'est vrai que depuis des années, il y a une certaine réorientation de la production PV et on réinjecte un peu moins sur le réseau, ou en tout cas, on favorise un peu moins la réinjection sur le réseau et on favorise un peu plus l'autoconsommation. Et donc, ces sujets arrivent assez régulièrement. Toujours une question sur les assujettis. Une agence qui a plusieurs agences avec un numéro de SIRET commun, et parfois il est propriétaire, parfois il est locataire. Est-ce que c'est une seule déclaration, c'est plusieurs déclarations? Alors non, c'est pas une seule déclaration. Faut avoir en tête que chaque bâtiment est sur une parcelle cadastrale. Chaque agence est entre guillemets sur une parcelle cadastrale, et donc c'est bien une saisie par agence et par succursale dans ce que je comprends de la question qui devra être fait. Et si ensuite, les bâtiments sont séparés, si les bâtiments sont séparés, tout voilà. à fait, et que en fait, ne se situent pas sur une même parcelle cadastrale. Voilà, ce qui compte, c'est la parcelle cadastrale et pas le numéro de SIRET. Tout à fait, tout à fait. Une question amicale. Cette présentation, elle a été produite par l'IFPEB. Est-ce que si on vous la pique et qu'on la réutilise en soirée au sein d'un club d'entreprise ou au sein d'une mairie auprès des agents, est-ce que vous nous faites un procès ou est-ce que c'est libre? Alors non, c'est très libre. Alors pour information, l'IFPEB a aussi produit des ateliers pédagogiques qui se retrouvent sur la plateforme Opérat dans l'onglet ressources. Donc c'est des ateliers, c'est un kit pédagogique pour arriver à expliquer et décliner les textes. Et bien entendu que ce soit ces documents ou la présentation que vous avez sous les yeux, libre à vous, et en fait massifier la diffusion. On demandera juste si vous modifiez des choses que de faire attention sur les logos, etc. Mais vraiment avec un énorme plaisir, c'est fait pour. Voilà. C'est fait pour. Quels outils sont mis à disposition pour faire les calculs? Alors, les calculs, il y a différents types de calculs. Pour établir la référence, sans doute. Oui. Pour établir la référence, il n'y a pas d'outil de Canva, Excel pour calculer la référence avec les ajustements climatiques ou les volumes d'activité, la prise en compte des volumes d'activité. Donc ça, c'est vrai que c'est fait en aparté. En revanche, une fois que vous avez choisi l'année, vous avez d'autres fichiers Excel pour pouvoir importer plus rapidement sur la plateforme Opérat que si vous deviez saisir manuellement sur l'interface qu'on appelle Home Machine, sur le navigateur sur Opérat. Mais il n'y a pas d'outil pré-câblé sur la référence, notamment. Est-ce qu'on a le droit à l'erreur et comment est-ce qu'on peut modifier la déclaration un peu? Vous parliez des impôts tout à l'heure. On a le droit de modifier sa déclaration d'impôt. Là, comment est-ce que ça se passe? C'est pareil. Alors, il y a le droit à l'erreur, c'est-à-dire que là, déjà, sur la première saisie, vous n'êtes pas obligé de valider jusqu'au bout, ça enregistre, donc vous pouvez apprendre en marchant sur la plateforme Opérat, c'est important à avoir en tête. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on apprend. Donc, avancer sur chacun des modules, des onglets, et ensuite, même si vous avez validé pour cette année, vous aurez un droit à l'erreur pour revenir dessus
que ce soit sur la référence, sur la saisie, sur les surfaces, bien entendu, pour les années à venir. Pour l'instant, on parle d'un droit à l'erreur. On verra si le ministère développe un peu plus précisément ce point. Et qu'est-ce qui se passe si on n'a pas rempli au 30 septembre? C'est une très bonne question. L'objectif est au 30 septembre toutes les actions, toute l'énergie est à mettre pour compléter jusqu'au 30 septembre. Voilà, on n'a pas encore le plan B pour 2022 si on n'a pas saisi sur Opérat. Je ne peux pas vous en dire plus non plus. La surface de 1000 m², c'est bien la surface de plancher dont on parle. C'est la surface de plancher, tout à fait. Tout le monde n'a pas cette surface de plancher dans les documents. Vous pouvez prendre la surface utile brute qu'il peut y avoir sur le bail, notamment sur la location de votre zone, où il y a d'autres types de surfaces, les chaunes qui ont pu être déposées dans les dépôts de PC de l'époque. Surface de plancher, c'est la surface officielle. Vous pouvez saisir d'autres surfaces et venir compléter ultérieurement sur les années à venir et venir remettre la surface de plancher si besoin, une fois que vous aurez consolidé. Les locataires qui ne connaissent pas leur consommation individuelle, c'est un peu ce que je disais dans notre dialogue avec la CCI, comment est-ce qu'ils font et comment est-ce qu'on leur reprochera de ne pas avoir rempli les documents alors qu'ils n'ont aucune information? Alors, la co-responsabilité est bien entre propriétaire et locataire. Ensuite, les échanges, et il faut que vous puissiez échanger, que ce soit bien sûr par l'humain, par ritualiser des rencontres ou par écrit, pour que si en tant que locataire, vous n'avez aucune donnée de consommation, vous ne payez pas de facture, mais que c'est le propriétaire ou celui qui gère le parc locatif qui a ces informations, vous devez aussi les solliciter et montrer que vous les avez sollicités. Voilà. Alors, vous le voyez, on a plein de questions, mais on va les prendre. Et puis, je vais vous demander de faire une petite pause en questions et on va poursuivre. On va rentrer dans un petit niveau de détail. Donc, je vais terminer avec celles qui sont écrites pour le moment. Un cas un peu particulier d'un collège avec un préau ouvert, mais qui est éclairé. Donc, il y a de la consommation énergétique, mais qui est en extérieur. Donc, ça, il y a plein de situations où, en fait, on met de l'énergie à l'extérieur. Ça, c'est pris en compte comment, ça? Cette énergie qui est utilisée pour l'extérieur du bâtiment, en général, elle est quand même très souvent appelée par le même compteur et par le même tableau électrique. Donc, elle est nativement intégrée dans la consommation électrique et elle fait donc partie du périmètre éco-énergie tertiaire. OK ? Très bien. Les bornes de recharge des véhicules électriques, est-ce que ça fait partie de… C'est un peu la même chose, hein, c'est en extérieur, donc est-ce que ça fait partie de la consommation énergétique? C'est en extérieur, mais le dispositif éco-énergie tertiaire s'adresse au secteur bâtimentaire. Et donc, la mobilité électrique ne fait pas partie, c'est du transport. Et voilà, la plupart du temps, les bornes de mobilité électrique ont des compteurs qui permettent de sous-compter. Et donc ça, c'est vraiment, si ce n'est pas le cas, vous n'avez pas de sous-compteur, c'est très important d'estimer cette consommation et d'aller vous projeter sur l'instrumentation de ces bornes pour pouvoir retirer la consommation électrique des bornes sur les années à venir. Et je termine par la dernière question qu'on ait pour le moment. Bénédicte Martin est revenue sur les outils et elle indiquait comment est-ce qu'on fait pour atteindre les objectifs de moins 40%, moins 50% à partir de la valeur absolue. Et on peut même d'ailleurs se demander qu'est-ce qu'on choisit entre objectif en pourcentage ou objectif en valeur. Alors, pour le 30 septembre, vous n'avez pas besoin de sélectionner votre objectif en relatif ou en valeur absolue. Et pour les années à venir, vous pourrez aussi modifier de toute façon le type d'objectif que vous souhaitez. Préférentiellement, vous avez cette capacité-là. Et donc, c'est pas un point bloquant de ne pas avoir toutes les valeurs absolues encore sorties dans les textes. Il y a effectivement beaucoup de secteurs d'activité qui n'ont pas les valeurs absolues. Pour information, les valeurs absolues manquantes devraient sortir pour fin septembre, début octobre avec une consultation publique, comme l'ont été les précédentes pour le secteur bureau et enseignement. Et donc, c'est pas bloquant pour saisir Opérat, c'est pas bloquant pour saisir la référence, pour choisir la référence non plus. Choisissez la référence qui vous paraît être le plus en phase avec vos objectifs. Si c'est celle qui est la plus élevée,
parce que plus simple ensuite d'aller atteindre les objectifs, prenez-la. Si vous souhaitez prendre une référence qui est plus récente, parce que plus consolidée avec des données de consommation énergétique fiabilisées et un volume d'activité fiabilisé, donc plus récente dans le temps, prenez-la aussi. Ensuite, vous pourrez adresser l'enjeu des objectifs dans un deuxième temps pour fin 2022 ou début 2023. Est-ce qu'on reviendra tout à l'heure sur la notion de valeur absolue? J'ai l'impression qu'il y a un petit moment là-dessus. On pourra en parler, oui, un petit moment là-dessus. Ok, parce que c'est pas forcément complètement clair pour tout le monde et on peut comprendre parce que c'est quand même quelque chose de relativement nouveau. Je vous propose de reprendre la présentation avec les prochaines étapes et notamment cette plateforme Opérate, c'est une usine à gaz, c'est accessible. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour rentrer dedans? Alors, il y a de l'information à saisir, il faut s'y mettre. Voilà, clairement. De là à dire que c'est une usine à gaz, la plateforme a énormément évolué. Il y a quelques onglets. Il ne faut pas sous-estimer le temps à passer, mais ce n'est pas une usine à gaz. Voilà. Il y a un premier temps à passer, on va le voir, qui est sur la compilation des documents, l'échange avec le propriétaire ou avec le locataire pour savoir qui saisit ou quoi. Et une fois que ces règles du jeu et que les documents ont été compilés, et très honnêtement, c'est une partie très importante de la préparation. C'est ça qui est le plus time consuming. Une fois que vous êtes sur la plateforme, la première saisie est forcément compliquée parce que comme tout nouvel outil, mais vous le verrez, c'est un peu plus interactif et pédagogique et vous irez très vite pour les autres bâtiments. Juste pour vous projeter un petit peu sur cette plateforme de suivi, c'est vraiment une plateforme de mobilisation de toute la filière. Et donc, le ministère a conscience que cette première année, elle est chargée parce qu'il y a 3 informations, la référence 2021, 2020, 2021 à saisir. Donc, ça fait beaucoup, effectivement, pour cette première année. Les années à venir vont être beaucoup plus fluides dans la saisie sur Opérate, d'autant plus que les outils pour connecter entre ceux qui ont des plateformes de monitoring et Opérate seront opérationnels pour 2023. Donc, ça fluidifiera ces échanges-là. Vous le voyez, il n'y aura pas d'attestation annuelle pour 2020-2021. Puisque c'est pour 2023, une fois que vous aurez établi la référence, que vous pourrez établir la trajectoire par rapport à l'objectif en valeur absolue, et donc l'attestation annuelle arrivera à ce moment-là. Et puis, c'est important d'avoir le retour et de compiler les différents utilisateurs qui vont pouvoir saisir sur la plateforme. Donc, il y a des règles du jeu entre utilisateurs à avoir. Il faut donner ces règles du jeu par rapport aux fonctionnalités qu'on va déclarer. Il y a des utilisateurs qui vont pouvoir être en lecture seule, pour faire simple, et d'autres qui vont pouvoir saisir de A à Z les données sur la plateforme. Pour vous donner le planning de déploiement, il y a eu beaucoup d'étapes successives. Depuis 2021, tout le monde peut saisir, déclarer les informations. Avril 2022, c'était l'ouverture pour les données de référence. Et donc, 30 septembre 2022, vous l'avez en tête, cette date limite, qu'on soit annuel 2021, 2020 et données de référence. Pour décembre 2022, début 2023, il y aura cette mise en place de nouvelles fonctionnalités. Le lien avec les plateformes de monitoring énergétique, mais d'autres fonctionnalités aussi, plus côté utilisateur. Là, l'ADEME qui développe cette plateforme a été extrêmement sollicité sur comment améliorer l'expérience utilisateur sur la saisie pour ces premiers éléments requis pour le 30 septembre. Et c'est pour vous projeter tout de suite sur la présentation de la plateforme. Vous avez différents onglets, vous le voyez ici, qui structurent, c'est une sorte de bandeau assez fluide où vous allez pouvoir pas à pas saisir la donnée que vous aurez compilée antérieurement, et petit à petit, vous complétez ces informations. Il y a une démarche vraiment pas à pas qui est saisie et qui se retrouve, que ce soit dans le guide participant, qui fait plus de 140 pages, mais qui est extrêmement détaillé, qui est lisible et qui répondra à la plupart de vos questions, ou par un guide en tutoriel vidéo qui a été mis pendant l'été pour celles et ceux qui saisissent sur la plateforme et qui sont peut-être un peu plus jeunes. Ça s'adresse peut-être à d'autres générations, mais les deux existent, le guide et la vidéo.
Il y a les deux liens qui vous sont mis dans le PowerPoint. Je pense que la régie, Juliette, va vous les remettre dans le dialogue. Ce que j'ai compris, on voit la première page, le guide qui est assez long, est en fait le document qu'il faut s'approprier, si j'ai bien compris, pour ceux en tout cas qui fonctionnent avec des documents écrits. On s'y retrouve assez bien. C'est long parce qu'il y a un certain nombre d'étapes à remplir, mais a priori, on a toutes les réponses de base nécessaires pour remplir Opérate. Et puis, la vidéo dont vous parliez, elle est particulièrement didactique. Donc, voilà, c'est les deux outils. C'est pas un bon moment à passer. C'est un peu comme la première fois qu'on fait sa déclaration d'impôt. Puis après, bon, les années suivantes, c'est peut-être un peu plus simple, sauf quand il y a des choses un peu nouvelles. Mais c'est tout à fait accessible. D'ailleurs, en parlant de ça, est-ce qu'on a besoin, prenons une entreprise, une PME qui a une trentaine de salariés, est-ce qu'il a besoin d'avoir une compétence externe pour remplir ça, ou est-ce que ça peut être fait en interne, et quel type de profil de poste peut faire ce type de saisie? Alors, il faut avoir des connaissances en énergie pour s'assurer que ce qu'on saisit n'est pas complètement hors scope. Donc, dans les profils, ça peut être un profil technicien, celui qui est un petit peu le couteau suisse dans les PME, qui va de toute façon gérer, exploiter les équipements, au sens de qui en a cette responsabilité-là et qui pourra naturellement se poser ce type de questions. Après, vous pouvez aussi surtout vous faire accompagner. Il y a pas mal de maîtres d'œuvre qui ont cette expertise-là. Il y aura des référents, ce sera un nouveau terme, mais des référents d'éco-énergie tertiaire vont pouvoir aussi se déployer sur tout le territoire. Donc ça, ce sera un rythme de croisière pour 2023 qui est organisé par le ministère et par le CEREMA notamment. Donc voilà, et puis les actions qui ont été déployées par Novabile notamment, ça vous donne déjà des premiers conseils pour pouvoir être un peu plus autonome sur la plateforme. Mais vous ne serez pas seul, vous pourrez trouver un accompagnement dédié. Et on organise ensemble, toujours dans le cadre de cette école du tertiaire bas carbone, un webinaire le 29 septembre, donc 1 ou 2 jours avant, sur quelque chose d'assez didactique pour comment remplir la plateforme. J'ai une question, je ne suis pas sûr personnellement d'avoir compris. Est-ce que la plateforme va permettre de récupérer les consommations entre 2010 et 2020? Alors, la plateforme ne permet pas de récupérer la consommation sur 2010-2020. Parce que la plateforme, elle n'a pas d'informations, c'est vous qui les donnez, les informations. C'est nous qui saisissons la référence, c'est nous qui l'établissons, c'est très important. En revanche, la plateforme, ensuite, fait tout le travail pour ajuster les volumes d'activité et la rigueur climatique. Vous l'avez vu en préambule, c'est intégrer nativement les évolutions climatiques et les évolutions sur les volumes d'activité. Donc ça, c'est la plateforme, entre guillemets, c'est le moteur de calcul à l'intérieur qui le fera. Donc les données à saisir sur la référence, ce sont bien des données brutes et que vous aurez collectées au niveau des factures énergétiques. On a conscience que parfois c'est fastidieux et que vous avez aussi la capacité d'aller chercher Enedis ou GRDF pour ces flux d'énergie-là, pour accélérer un petit peu cette compilation des années et établir la référence. Alors, je reviens un tout petit peu en arrière parce que j'ai vu pas mal de questions dans le chat là-dessus. On a parlé des valeurs absolues. Je pense qu'il y a un petit peu de confusion là-dessus. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus? En fait, c'est quoi déjà une valeur absolue? Alors, une valeur absolue, c'est un objectif, c'est une valeur seuil à atteindre. Cet objectif doit être atteint pour 2030 et l'objectif se définit en consommation intrinsèque, c'est-à-dire kilowattheure par mètre carré et par an. Donc, ce n'est pas les consommations totales du bâtiment sorties d'une facture, c'est bien l'unité fondamentale et c'est ça qui donne cet objectif, cette trajectoire. Vous avez cette capacité à choisir cette trajectoire-là et cette cible de consommation. C'est vraiment un droit à consommer qui est fixé par le ministère en 2030. Voilà, ça vous donne votre cap. Et si votre site est très, très loin de ce droit à consommer, il est très énergivore, forcément l'objectif est compliqué et donc vous avez la capacité d'avoir un objectif dit en relatif et de viser un moins 40% par rapport à votre situation de référence. Est-ce que c'est plus clair?
Moi, j'ai l'impression. D'accord. Le public va nous le dire. Et justement, quand on a des questions comme ça, aujourd'hui, en fait, à qui on peut les poser? Alors déjà, vous avez la plateforme Opérate qui a un onglet foire aux questions qui est extrêmement détaillé également, qui répond très clairement à 99, bref, % des questions. Et on y retrouve ces deux objectifs-là en relatif, en valeur absolue, notamment. Mais vous le verrez, il y a plein d'autres typologies et items dans cet onglet foire aux questions. Très bien. Récupérer des données chez Enedis, c'est simple, parce que là, on a quelqu'un qui nous dit que ce qu'il récupère, le tableur Excel est toujours, ne fonctionne pas. Enfin bon, il n'a pas exactement ce qu'il faut. Est-ce que c'est un cas isolé ou est-ce que c'est des choses que vous entendez régulièrement? Alors, il y a eu des remontées d'informations, surtout pour les premiers de Cordier qui se sont projetés sur Éco-Énergie Tertiaire dès l'année dernière et où du coup Enedis, GRDF, entre guillemets, n'avaient pas complètement finalisé ces plateformes et ces interfaces. Honnêtement, ça fonctionne beaucoup mieux. Pour cette personne-là, il peut y avoir des problématiques lorsqu'il y a eu des évolutions de puissance souscrites ou de changement entre guillemets, de locataire sur le même point de livraison qui font qu'on n'a plus l'historique antérieur sur ces plateformes. Donc ça, c'est effectivement contraignant. Et dans ces cas-là, il faut forcément trouver les factures. Alors, si le locataire, c'est plus le même, c'est difficile. Donc, l'établissement de cette référence, c'est pour ça qu'elle est importante à avoir en tête. Elle se prépare avant cette situation de référence. Mais la majorité des situations, on n'est pas en train de changer tous les ans de locaux ou de puissance souscrite. Et donc, on a une historique qui est assez intéressante. Et honnêtement, c'est plus facile que de récupérer ces factures dans l'absolu, où il faut aller les chercher, il faut aller saisir la valeur sur un fichier Excel. Donc, privilégier quand même ce mode-là de récupération de données. Et si elle est partielle, complétez-la par ailleurs. Merci. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire d'ici le 30 septembre, Jean-Benoît? Parfait. Alors, on s'est permis pour vous fixer un petit peu cette dernière ligne droite, de vous centraliser les typologies, les types de documents, la documentation qui est important pour pouvoir vous projeter sur Opérate. La première, vous l'avez compris, c'est est-ce que je suis assujetti? Et pour ça, il faut aller voir les surfaces, il faut aller voir le cadastre, il faut discuter avec le propriétaire ou avec le locataire. Tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance et c'est indispensable d'avoir fait cette session d'échange avant de savoir si vous êtes assujetti. Parce que vous l'avez compris, vous, en tant que locataire, par exemple, c'est qu'une petite fenêtre, mais on regarde plus large spectre au niveau de la parcelle, au niveau du site, pour savoir l'assujettissement. Et donc, il faut avoir ce tableau des surfaces. Ça peut être le propriétaire qui peut l'avoir. Il faut avoir le bail sous la main pour avoir votre surface locative, si vous êtes dans cette configuration, ou l'acte de vente. Et puis, en dernier recours, pour les surfaces, vous pouvez aussi utiliser Géoportail. Si vous n'avez aucune idée de la surface occupée, Géoportail est là, Google Maps est là pour venir utiliser, faire un CUTCH, une mesure du bâtiment très grossièrement pour avoir un ordre de grandeur de la surface et si vous êtes à plus de 1000 m². On est bien d'accord, hein, c'est que la surface au sol qu'on renseigne là. C'est la surface de plancher. De plancher. De plancher. Donc, ce n'est pas d'emprise au sol, c'est bien la surface de plancher. Si on a plusieurs étages. Exactement, il faut se cumuler cette emprise au sol. Tout à fait. Faut collecter, bien sûr, les typologies d'activités qui vous concernent. Et ça, c'est le SIRET, le code NAF, etc., qui va pouvoir vous aider. Et puis, bien sûr, de se définir les rôles de qui va faire quoi entre le propriétaire et le locataire sur Opérate et qui va s'occuper de centraliser quoi comme type d'information. S'ils ne se parlent pas du tout, le locataire remplit de son côté, le propriétaire aussi du sien, ça peut arriver. Hein. On a vu des cas de figure où le propriétaire s'était rendu compte que le locataire avait saisi et c'est problématique. C'est-à-dire qu'il y a une certaine organisation à avoir, à mettre en place sur Opérate pour un bâtiment, par exemple, qui aurait plusieurs locataires. Il faut qu'il y ait une sorte de canevas commun pour que ça puisse fluidifier derrière le suivi. Donc, c'est pour ça que cette démarche-là est très importante, communiquer entre vous. Avant. Les deux peuvent le faire par rapport à la question est-ce que c'est le propriétaire ou le locataire? Les deux peuvent le faire, mais c'est mieux s'ils se coordonnent. C'est ça? Exactement, tout à fait. Tout à fait.
Et sachant que le propriétaire aura sans doute des informations que le locataire n'a pas et inversement. Donc, c'est pour ça que cette coordination, elle est très importante avant. Et ensuite, il peut être défini de demander à un tiers, à un maître d'œuvre, à un property manager, bref, à un tiers de confiance et qui a les connaissances de venir saisir sur la plateforme. On nous demandait un contact chez Enedis et Juliette nous a donné un contact avec un lien, avec une adresse, ça c'est très bien. Tout à fait. Alors, quelque chose que moi je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, les non-assujettis peuvent-ils bénéficier d'outils présents sur Opérat sans faire de déclaration officielle? Alors, les non-assujettis, enfin, vous pouvez vous enregistrer. En revanche, vous ne pousserez pas jusqu'à la déclaration officielle, effectivement, mais vous pouvez l'utiliser, Opérat, en tant que, voilà, enfin, voilà, tant que vous n'allez pas jusqu'au bout et que vous ne déclarez pas, vous pouvez y être et tester. Et vous testez sur Opérat, tout à fait. Alors, la suite. La suite, justement, c'est à la maille de l'entité fonctionnelle et c'est de venir maîtriser ce périmètre de consommation. Très souvent, il y a plusieurs compteurs, il y a différents types d'énergie, plusieurs compteurs. Donc, il faut savoir effectivement bien définir le périmètre de consommation. On a parlé tout à l'heure, Pierre-Yves, de la mobilité électrique qu'il fallait retirer. Et donc, cette maîtrise du périmètre de consommation avec en face une centralisation des compteurs concessionnaire, c'est très important. Il faut se lister les compteurs concessionnaires qui sont, entre guillemets, dans le périmètre éco-énergie tertiaire. Première étape. Deuxième étape, une fois qu'on a ce plan de compteur et la bonne connaissance du périmètre de conso, on va chercher les consommations énergétiques. Et là, on s'est permis, tout comme Juliette vous l'a mis dans la fenêtre de chat, de vous mettre les liens aussi. Vous les aurez vers Enedis et GRDF pour demander les données de consommation et les récupérer sous format Excel. Et ensuite, vous avez le dernier volet, c'est maîtriser le volume d'activité, l'intensité d'usage. Pour faire très simple, un bâtiment de bureau qui n'aurait pas été occupé pendant quelques années entre 2010 et 2019, c'est pas le meilleur moment pour se dire que c'est la consommation énergétique de référence. L'intensité d'usage va changer et c'est bien lorsque vous établissez la référence d'avoir ça en tête. Ou en tout cas, à défaut, sachez qu'il y aura des valeurs prises dites étalons sur ce volume d'activité. Si vous n'avez pas ce type d'informations, elles sont prises automatiquement par Opérat. Et par la suite, si vous vous projetez sur une meilleure maîtrise de l'usage de votre bâtiment, de votre zone et de l'entité fonctionnelle, vous pourrez les compléter et Opérat ajustera automatiquement. Mais voilà, c'est les trois grands. On est d'accord, l'année de référence, l'année, c'est une année glissante en fonction des dates d'échéance. C'est tout à fait ça, une année glissante. Les établissements scolaires sont plutôt en année scolaire. Bref, vous avez cette capacité-là, mais glissante, mais sur une période de 12 mois consécutifs. Hein, c'est très important. Donc, ça peut être mi-2011 à mi-2012, vous l'avez compris. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut se projeter du coup sur la saisie sur Opérat. Et sur Opérat, vous allez avoir d'autres informations, dont l'identifiant unique bâtimentaire, qui est ce point pivot important pour justement, si le propriétaire souhaite gérer son bâtiment avec différents locataires, il y a un IUB qui permettra de centraliser les différentes entités fonctionnelles à l'intérieur de ce bâtiment et qui permettra ensuite à terme de pouvoir agréger les consommations au niveau d'un bâtiment et non pas d'une surface locative et d'une entité fonctionnelle. On a parlé pas mal de gaz et d'électricité pour les consommations, mais il y a aussi des personnes qui sont au fioul, d'autres peut-être au bois. Comment est-ce qu'ils procèdent dans ces cas-là? Tout à fait. Au fioul, au bois, c'est des bordereaux de livraison. Hein. Donc, c'est un peu plus compliqué, il faut se le dire. Il faut se centraliser cette information avec des bordereaux de livraison. Il faut se traduire le volume livré en tonnes de bois ou en litres de fuel en consommation énergétique. Et donc là, pour ceux qui n'ont pas la connaissance énergétique, je vous recommande vivement de vous accompagner par des maîtres d'œuvre, par des sachants, pour pouvoir établir cette référence. Tout à fait. Et l'organisme qui vous fait la livraison
Ça peut dépendre. On peut avoir des organismes qui vont eux-mêmes procéder à des choses un petit peu consolidées si on a un contrat depuis 10 ans avec la même société. Alors, moi, je n'ai pas ce type d'information, mais je suis preneur d'en savoir plus. S'il y en a certains qui ont pu être facilités par les transporteurs, why not? Après, il y a aussi des contrats d'exploitation ou, entre guillemets, de P1, d'achat d'énergie, où c'est l'exploitant qui s'occupe de cette livraison-là. Et donc, il aura la connaissance technique de vous accompagner. Après, il faudra discuter avec lui des règles du jeu dans cet accompagnement. Mais oui, vous ne serez pas seul. On va revenir certainement sur les objectifs tout à l'heure, mais là, je ne sais pas si c'est une question qui arrive trop tôt. Vous me direz si vous préférez l'aborder après avoir parlé des objectifs. Il paraît qu'il y a un arrêté dit valeur absolue 3 qui doit venir préciser les nouveaux objectifs exprimés. Où est-ce qu'on en est de cet arrêté qui concerne le commerce, l'hôtellerie, les salles de culture, etc. J'en ai un petit peu parlé, mais je suis allé très vite tout à l'heure. Ouais. L'arrêté sera, entre guillemets, mis en concertation publique début octobre, fin septembre, début octobre. Et si on se fixe sur le dernier arrêté d'avril, il y a eu 1 mois et demi de concertation publique avant de définitivement figer l'arrêté en question et de le publier. Donc, ça devrait être valable pour la fin d'année avec un arrêté publié. Parfait. Alors, on va faire 2 focus sur les assujettis et puis 3 focus. Les assujettis, la situation de référence et puis les objectifs qu'on se donne. C'est ça, Jean-Benoît? Oui, pour rentrer dans le détail, tout à fait. Parfait. Dans le timing, je pense qu'on est encore bon. Donc, pour aller tout de suite dans l'assujettissement, puisque on a conscience que c'est une thématique nouvelle et qu'il faut mettre le poids du corps sur cet assujettissement. Est-ce que je suis assujetti? Ça se regarde donc à la maille du bâtiment, de l'unité foncière. Unité foncière, c'est un îlot de parcelles détenu par un même propriétaire ou par une même indivision. Et puis, est-ce que c'est à la maille du site? Donc là, typiquement, sur des sites industriels, etc. Donc, 3 niveaux de regard pour savoir si on est assujetti. Et puis, l'entité fonctionnelle avec un échelon où on a ce binôme de propriétaires-locataires qui doit discuter, ou sur lequel il y a les objectifs et où on saisit les consommations énergétiques. Pour l'assujettissement, alors, c'est un cheminement, ça reprend un petit peu les 3 niveaux que je viens de vous citer. Nous, on vous conseille de suivre un petit peu ce logigramme. Est-ce que mon bâtiment héberge donc des activités tertiaires? Oui. Est-ce que c'est la totalité du bâtiment avec des activités tertiaires? Et est-ce qu'il y a des zones d'exclusion? Et vous suivez ce logigramme. Et ça va vous amener aux différents niveaux bâtimentaires, parcelles, unités foncières, sites fonctionnels, pour savoir un petit peu si vous êtes assujetti. Et on s'est permis d'aller tout de suite dans des cas pratiques. Vous pouvez retrouver d'autres cas pratiques dans les ateliers pédagogiques qui ont été mis à disposition sur la plateforme Opérate. Mais sur le premier, en usage tertiaire, c'est assez simple. On a un bâtiment qui est sur une parcelle cadastrale. Il y a 2 locataires, locataires A et B. Vous le voyez, le locataire B, il a que 200 mètres carrés. C'est très important qu'il voit son propriétaire pour savoir s'il peut être concerné, puisque le locataire A est à 2000 mètres carrés. Donc, au global, on est à plus de 1000 mètres carrés sur le bâtiment A. On est donc assujetti et le locataire B devra aussi compléter ces informations sur la maille de l'entité fonctionnelle. À droite, je vous ai mis les cas d'assujettissement. C'est clairement défini dans les textes, repris dans la FAQ, repris aussi dans les ateliers pédagogiques. Vous avez besoin de connaître votre cas d'assujettissement sur la plateforme Opérate et donc vous pourrez vous baser sur la FAQ là-dessus. Un autre cas pratique qui concerne donc plusieurs parcelles avec aucun lien fonctionnel entre les 2 bâtiments. Vous le voyez, bâtiment A d'un côté sur la parcelle 1, bâtiment B sur la parcelle 2. On a une limite, enfin voilà, on est en parcelle limitrophe et le propriétaire n'est pas le même non plus entre les bâtiments. Pas de lien fonctionnel, pas les mêmes parcelles. On n'est pas sur une même unité foncière puisque ce n'est pas le même propriétaire et que le lien fonctionnel n'est pas là. On est donc en train de regarder l'assujettissement sur chacune des parcelles. Et donc, le bâtiment B, qui est à 500 mètres carrés, n'est pas assujetti et le bâtiment A l'est. Voilà.
OK. Cas pratique complémentaire. On a là aussi plusieurs parcelles et entre le groupe scolaire d'un côté et le gymnase de l'autre côté de la route, on a cette notion du coup plus d'unité foncière. Il y a la route qui sépare les deux, mais on a cette notion de site fonctionnel puisqu'il y a un lien fonctionnel entre le groupe scolaire et le gymnase municipal. Et donc, il faut bien regarder l'assujettissement sur la globalité, donc parcelle 1, parcelle 2, et sur les deux bâtiments. Et donc ça, c'est valable pour un groupe scolaire aussi, qui est sur deux parties de la rue, séparées par une rue, etc. Exactement. La notion de site est vraiment là pour répondre à l'enjeu des industriels et des collectivités qui ont un patrimoine assez élargi sur plusieurs parcelles autour, qui sont centralisées. Une collectivité qui a 50 bâtiments sur tout le territoire métropolitain de la collectivité devra saisir différemment. Mais on est bien là sur la notion d'un site avec cette notion de proximité et de lien fonctionnel entre les deux. Passons directement au sujet suivant, c'est la situation de référence. Tout à fait. La situation de référence, c'était pour vous montrer un petit peu comment est-ce qu'elle est prise en compte sur Opérat et par les textes. Vous avez la période historique de référence et la consommation énergétique de référence que vous allez établir sur une année glissante. Et c'est elle qui va être projetée en fonction des évolutions climatiques, en fonction des évolutions du volume d'activité et qui sera comparée à la consommation réelle facture en période de suivi, quand vous allez compléter sur Opérat en 2023 la consommation 2023. Et si vous avez choisi l'objectif en relatif, vous comprenez que c'est bien cette référence qui va être neutralisée climatiquement et sur le volume d'activité qui va être comparée là en orange à votre consommation réelle en verte facturée. Et c'est ça qui définira le pourcentage d'économie d'énergie. Voilà. Donc ça, c'est pour vous expliquer à quoi sert cette notion de référence. Et ensuite, nous, on a fait quelques recommandations parce que il est parfois inutile d'aller viser la référence et de viser 2010 pour sélectionner son année de référence. Et donc, si le bâtiment est assez peu performant ou très performant, vous pouvez, alors là c'est une petite erreur, si le bâtiment est assez peu performant, vous pouvez aller chercher les références qui datent de plus de 3 années. Si le bâtiment a eu des actions très récentes, des travaux qui impactent la signature énergétique dernièrement, vous avez tout intérêt à aller chercher avant ces travaux-là, à remonter encore un peu plus loin. Donc on n'est pas pénalisé si on a fait des travaux il y a 2-3 ans. On n'est pas pénalisé si on a fait des travaux, tout à fait. C'est important à avoir en tête. Et puis, si le bâtiment est neuf, là, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous avez la capacité de compléter sur une année, de considérer la première année d'exploitation et ensuite de la saisir. Donc, tous les cas de figure sont, entre guillemets, pris en compte sur la plateforme Opérat. En synthèse, voilà. Oui, pour aller maîtriser cet historique-là. Oui, pour maîtriser l'historique de consommation et de volume d'activité. Mais ne perdez pas trop d'énergie si vous n'avez pas ces informations-là et que vous n'avez pas fait de travaux. Prenez les années beaucoup plus récentes dans le temps et c'est là où vous aurez un maximum d'informations. Voilà. Et ça fluidifiera un petit peu la collecte de données. Juste avant de passer aux objectifs, le lien fonctionnel, vous pouvez nous redire ce que c'est qu'un lien fonctionnel ? Un lien fonctionnel, c'est lorsque vous avez à avoir une fonctionnalité qui est utilisée entre les deux parcelles et où il y a un transfert d'activité, un transfert de stock, de volume d'activité, un transfert de personnes entre les deux sites. C'est un lien fonctionnel au sens architectural du terme, au sens utilisation du site. Le lien fonctionnel, la définition n'est effectivement pas précisée dans les textes, mais elle est définie comme ça ensuite sur la FAQ et sur les exemples qu'on peut vous donner. Et donc, on est vraiment sur cette notion. Donc, pour un site industriel,
En général, c'est l'ensemble du site industriel qui a cet lien de fonctionnalité. Et quand on a prévu une future extension, comment est-ce que on fera une réactualisation d'Opéra ou alors à l'inverse, un changement d'usage, on vient réduire et si jamais on sort des 1000 mètres carrés, on en sort? Alors, oui, alors, l'extension, c'est donc une augmentation de la surface et vous pourrez la saisir par la suite sur Opérate. Et de la même façon, c'est pour ça que l'indicateur et l'objectif, il est aussi en kilowattheure par mètre carré, c'est l'unité première. Donc, si le mètre carré évolue dans un sens comme dans l'autre, c'est pris en compte. Okay. Et effectivement, si l'entité fonctionnelle, et donc si en tant qu'assujetti, vous avez saisi en 2022 parce que vous l'étiez, vous aviez plus de 1000 mètres carrés et qu'ensuite il y a une réduction de la surface bâtimentaire et que vous êtes à moins de 1000 mètres carrés il n'y a pas de souci, vous ne serez plus assujetti également. Vous pourrez en sortir. Et il y a une question sur l'ajustement de la situation de référence. Alors, je cherche la question. Comment est-ce qu'est prise en compte l'ajustement de cette situation de référence? Oui. C'est un petit peu ce que je vous ai montré, et que là, vous le voyez aussi sous un graphique. La référence, vous saisissez les valeurs brutes de consommation et c'est Opérate qui s'occupe de tout et qui s'occupe d'ajuster ensuite au volume d'activité que vous allez saisir et à la rigueur climatique qui est, entre guillemets, automatiquement récupérée par Opérate. Donc, c'est vraiment embarqué nativement par la suite. Mais je vois Paul qui pose la question, Paul Pluvignet, qui dit qu'il faut faire les calculs d'abord. Alors, pour établir la bonne année de référence, nous, on vous recommande de faire les calculs d'abord pour savoir effectivement quelle est celle qui va pouvoir être, entre guillemets, plus aisée par la suite. Et donc, oui, cette signature énergétique, c'est important de l'avoir corrélée. La question de l'outil tout à l'heure, on avait en fait, il vaut mieux c'est faire une déclaration un peu à blanc avant de la déclarer sur le site. On a des outils qui permettent de faire ça? Écoutez, il n'y a pas de. Oui, vous l'avez dit tout à l'heure. Voilà, il n'y a pas d'outils qui ont. Non, il y a des maîtres d'œuvre qui savent le faire, tout à fait, mais il n'y a pas d'outils. Alors, il faut prendre du recul par rapport à cette situation de référence et à quelle année choisir, parce que quand on rentre dans le détail, et vous le verrez, il y a parfois, s'il n'y a pas eu d'évolution de travaux, l'impact reste assez faible. Et comme derrière, à partir du moment où vous saisissez le bon volume d'activité pour cette année de référence, enfin, entre guillemets, il n'y a pas de risque pour l'assujetti que de se tromper complètement d'année, étant donné que derrière, il y a une prise en compte de ce volume d'activité et des évolutions à venir et de la prise en compte climatique. Donc, ça tend à lisser cet intérêt pour venir choisir la meilleure année à tout prix. Et c'est aussi pour ça que nous, on vous recommande prenez l'année de référence qui a le plus de données fiabilisées sur la conso, sur le volume d'activité. Et c'est peut-être ça la meilleure façon de maîtriser, entre guillemets, son risque par rapport au choix de l'année en question. On passe au dernier focus sur les objectifs. Oui, tout à fait. Sur les objectifs, vous avez la capacité, donc que ce soit en relatif ou en valeur absolue, que de venir moduler. C'est une capacité qui vous est proposée par les textes en fonction de certaines difficultés que le site peut avoir, que la parcelle ou que l'entité fonctionnelle peut avoir, puisque c'est la maille de l'entité fonctionnelle. Et ces différentes contraintes, vous les voyez. Alors, je vais commencer par celle du centre. Les changements d'activité, l'évolution du volume d'activité, on en a parlé ensemble. Ça c'est nativement intégré dans la modulation des objectifs. Forcément, si un site il est plus intensif dans l'occupation, on ne va pas devoir atteindre les mêmes objectifs que si finalement il avait beaucoup moins d'occupation. Donc ça, c'est automatique. Ensuite, vous avez des modulations d'objectifs qui sont dites sous certaines contraintes et les contraintes techniques, architecturales, vous pouvez assez facilement les avoir en tête. Un bâtiment qui est dit ABF, on ne va pas avoir la capacité de venir sur un bâtiment ABF isolé par de l'isolation par l'extérieur, ou beaucoup plus difficilement. Et donc, il y a différentes règles du jeu dans ces contraintes qui sont très clairement définies dans les textes, techniques, architecturales, réglementaires, patrimoniales, et des règles du jeu de contraintes dites économiques. Il y a une vraie disproportion économique
allez pouvoir viser ces objectifs pour 2030. Et là aussi, la disproportion économique par type d'action de performance énergétique, elle est définie dans les textes. Et donc, elle est classée au niveau bâtimentaire, si on fait l'isolation, si c'est au niveau des systèmes techniques ou si c'est au niveau de la régulation. Il y a des temps de retour sur investissement qui sont définis et qui vont vous permettre ou pas de montrer, de justifier qu'il y a une disproportion économique. Et donc, ça, c'est un dossier technique à élaborer avec une deadline. C'est important d'avoir en tête, même si elle est sur un horizon plus lointain. La deadline, c'est 2027. Après, vous ne pourrez plus justifier de cette contrainte-là pour moduler les objectifs. Donc, vous serez sur les objectifs définis par les textes dès maintenant pour 2030. Voilà. Je vous propose 2 secondes de revenir sur la slide sur la situation de référence, oui. Parce que je pense qu'on n'a pas été présenté et il y a encore un petit peu de confusion là-dessus. Alors, je regarde les autres questions parce que je l'ai présenté un peu de vive voix en même temps que la slide précédente. Il faut vraiment voir que, alors, pour analyser la référence, vous l'avez compris, vous pouvez avoir votre fichier Excel pour choisir la bonne année, la bonne période glissante en fonction de la rigueur climatique, de faire une consommation par rapport à cette rigueur climatique et de regarder le volume d'activité et puis de prendre le ratio de consommation par rapport au degré jour unifié, la rigueur climatique ou le volume d'activité qui est le plus élevé. Vous avez cette capacité-là de le faire et ça vous donne votre année, votre période glissante que vous saisirez sur la plateforme Opérate. Ensuite, ces évolutions climatiques et de volume d'activité sont nativement intégrés et ajusteront du coup vos objectifs en fonction de cette prise en compte-là. Est-ce que ça répond un petit peu plus précisément Je crois. Est-ce qu'on prend encore parler de cette question un petit peu complexe entre agrégation et mutualisation? Je pense que ça répondra à pas mal de questions, de savoir comment on fait en cas de pluriacteurs. On ne va pas y passer trop de temps, mais ça peut répondre à un certain nombre de questions. Très bien. Alors là, lorsqu'on est sur du multi-acteur, multi-propriétaire, locataire, effectivement, cette notion est très importante. Et du coup, vous allez devoir, entre guillemets, avoir une vision sur plusieurs entités fonctionnelles pour un bâtiment. Et le propriétaire d'un bâtiment, par exemple, aura ce besoin que d'agréger les objectifs individuels de chaque entité fonctionnelle et de compiler ça pour avoir la vision globale de son bâtiment. Et donc ça, on y vient ici. C'est important d'agréger ces différents résultats pour pouvoir transmettre aussi aux occupants et de montrer que le bâtiment dans son ensemble a une trajectoire et qu'ensuite, au niveau de chaque zone, chaque entité fonctionnelle, il y a cette notation éco-énergie-tertiaire que vous pouvez avoir. Donc, une vision macro sur le bâtiment qui se repose sur la vision dite réglementaire de l'entité fonctionnelle. Donc là, on parle d'agrégation. Ensuite, il y a la notion de mutualisation. La mutualisation, c'est pas la même chose. C'est pour un gestionnaire, un propriétaire d'un patrimoine immobilier avec plusieurs bâtiments, plusieurs entités fonctionnelles. Il va pouvoir y avoir un propriétaire ou un locataire de plusieurs entités fonctionnelles qui souhaitent établir la notion de solidarité entre ces entités fonctionnelles pour, entre guillemets, équilibrer les objectifs de chaque entité fonctionnelle. Je prends un exemple. Si une entité fonctionnelle, ça va être très, très difficile d'atteindre l'objectif de 2030, une autre entité fonctionnelle pour laquelle l'objectif est très facilement atteint pourra venir compenser. Et ce mécanisme de compensation, on appelle ça la mutualisation des résultats. Et ça, c'est défini par un groupe de structures au niveau des entités fonctionnelles. Et donc là, on n'a plus de notion de périmètre géographique. Ça peut être des entités fonctionnelles réparties sur tout le territoire avec un groupe de structures qui compile et qui mutualise ces différentes entités fonctionnelles sur la France, par exemple. Je prends un exemple comme ça. La Poste peut faire ça. La Poste Immobilier peut faire ça. Mais une enseigne du commerce peut faire ça aussi.
Et c'est là où vous allez le voir qu'il est très important de parler entre propriétaires et locataires à ce moment-là, parce que vous ne pouvez pas vous partager une entité fonctionnelle. Voilà. Donc là, c'est ce que je mets. Une entité fonctionnelle ne peut pas faire partie de plusieurs groupes de structures. Donc ça, c'est très, très, très important à être signifié dans les discussions entre vous, entre propriétaires et preneurs à bail. Une foncière qui est propriétaire de bâtiments sur toute la France et un grand groupe qui est locataire d'une partie de ces bâtiments. Ils font comment? Parce que tous les deux, ils ont intérêt à avoir cette mutualisation. Et comment est-ce qu'ils procèdent à ce moment-là? Eh ben, ils doivent s'entendre, ils doivent discuter. Et c'est que du cas particulier en fonction de leur discussion commerciale, puisque là, vous vous doutez qu'à chaque renouvellement de bail, il peut y avoir ce type de discussion-là. C'est très important à se dire que ces règles du jeu doivent être assez rapidement établies pour qu'il puisse y avoir derrière les plans d'action qui puissent se définir en fonction de cette mutualisation des entités fonctionnelles et de qui a pris quoi dans son groupe de structure à lui. Tout à fait. Je reviens un tout petit peu en arrière parce que Paul nous a pas mal sollicité là-dessus. On comprend qu'il est un peu coincé. On a parlé de l'arrêté qu'on attend sur les valeurs absolues 3. Et il y a la date du 30 septembre où il doit remplir un certain nombre de choses, mais il n'a pas les éléments pour pouvoir les remplir. Comment est-ce qu'on fait quand on est dans cette situation-là où on n'a pas encore les éléments qui sont arrivés? Alors, le mieux est l'ennemi du bien, et le ministère a toujours été très pragmatique dans ses réponses, et je vais essayer de faire cette réponse très pragmatique. Vous n'avez pas besoin d'attendre ces valeurs absolues pour saisir la référence 2020 et 2021. On ne demande pas pour septembre 2022, le 30 septembre, de définir le mode d'objectif que vous voulez en relatif ou en valeur absolue. Et vous n'avez pas besoin de ces valeurs absolues-là pour vous dire que l'année de référence qui vous apparaît la plus crédible, la plus élevée, si vous souhaitez à tout prix avoir une année de référence la plus élevée d'un point de vue énergétique, puisse être choisie. C'est deux choses assez différentes. Oui, c'est sûr que c'est mieux si on connaît tout de suite l'objectif de 2030 en valeur absolue, l'évolution en fonction des volumes d'activité pour avoir pile poil la bonne année. Mais les deux sujets sont assez décorrélés. Et voilà, projetez-vous sur une saisie. Enfin, en tout cas, c'est pas parce qu'on n'a pas ces valeurs absolues qu'on ne peut pas saisir, vous l'avez compris, pour le 30 septembre 2022. Il nous répond en direct et il nous dit mais il faut quand même les CAB pour calculer les termes de correction en fonction du climat et donc pour déterminer l'année de référence. Mais parce que là, vous vous projetez avec une évolution sur le volume d'activité qui va impacter aussi les CAB. Enfin, vraiment, c'est important de se dire que, enfin, oui, c'est sûr, pour avoir l'année de référence la plus précise et anticiper les évolutions qu'il va y avoir, vous avez, entre guillemets, besoin de ces textes. Mais pour tout le reste, avoir une consommation énergétique, les DGU en face, avoir le volume d'activité, vous faire un ratio et de vous dire, cette année-là, elle me paraît avec une signature énergétique beaucoup plus élevée que les autres années, vous n'avez pas besoin d'aller dans le détail des textes et de savoir qu'il y a 4% de la consommation totale qui va aller sur le chauffage, 6% qui va aller… bref, voilà, je pense qu'il y a une double lecture à avoir et c'est important de prendre ce recul pour pouvoir vous projeter pour la saisie. Et il faudra y retourner à ce moment-là quand on aura les données un peu plus précises. Vous pourrez y retourner, vous avez ce droit à l'erreur, etc. pour dire, ah ben non, les textes n'étaient pas effectivement établis. Je pense que finalement, l'année 2018 était plus en mon avantage que l'année 2017 et vous pourrez remodifier à ce moment-là. Très bien. Alors, on va conclure sur les prochaines étapes, en tout cas pour nous, et tous ceux qui participent à l'école du tertiaire bas carbone. D'abord, pour vous dire que vous pouvez encore vous inscrire. Si vous avez loupé les précédentes étapes, le séminaire d'aujourd'hui, le webinaire d'aujourd'hui était là pour ça, pour rattraper un petit peu les séquences précédentes. Donc, si vous voulez nous rejoindre le 6 septembre à Nantes Métropole pour l'atelier 3, où est-ce que vous en êtes? Focus sur la relation propriétaire-locataire, vous êtes les bienvenus.
Vous pouvez vous inscrire sur le site de Novabuild et je pense que Juliette va vous donner le lien. Nous avons, comme je le disais tout à l'heure, un webinaire le jeudi 29 septembre pour J-1, dernière ligne droite avant la saisie, avec la participation carrément du chargé de mission d'Opérable de l'ADEME. Donc, on aura la bonne personne qui nous précisera exactement tout ce qu'il y a à connaître d'Opérable. Donc, je vous invite tous à venir nous retrouver le 29 septembre. Et puis, on va se donner un petit peu le temps. Là, le mois d'octobre, on va apaiser la tension sur l'école du tertiaire bas carbone pour se retrouver le 8 novembre sur le plan d'action. Vous l'avez dit, Jean-Benoît, au tout début, c'est l'occasion de bâtir un plan d'action, de se préparer pour la suite. Et donc, avec vous, vous viendrez nous retrouver, je crois, on viendra parler de ce plan d'action dans la suite de nos travaux de l'école du tertiaire bas carbone. Je rappelle, je l'ai dit au début, la participation est gratuite du fait de la participation des pouvoirs publics et en particulier de Nantes Métropole, de la région Pays de la Loire et de l'ADEME qui accompagne Novabuild sur cette question. Bien, je vous remercie toutes et tous de votre participation. Je crois que ça a été des échanges très riches. Vous avez pu échanger aussi entre vous. Et puis, je crois qu'on est les uns et les autres à votre disposition pour vous aider à réussir ce cap de l'information sur la gestion immobilière et puis les étapes suivantes qui seront celles des trajectoires bas carbone pour atteindre les objectifs qui sont les nôtres. Jean-Benoît, le mot de la fin ? Merci pour cette écoute. On a une belle haie pour fin septembre et tout reste encore à faire pour la suite. Et c'est le plus passionnant, c'est d'embarquer sur de l'action et du passage à l'acte. Merci à vous. Merci à toutes et à tous. Bonne fin de journée.